Dans notre dernière aventure, Bruce Alexander nous a montré qu'en changeant l'environnement d'un rat, en passant d'une cage vide à un parc stimulant, on pouvait transformer son comportement face à la drogue. Et si ce principe valait aussi pour nous? Si nous voulons que les gens fassent de meilleurs choix, peut-être que la solution n'est pas de les forcer, de les punir, ni même de les convaincre avec de grands discours. Peut-être qu'il suffit de modifier subtilement leur environnement pour les pousser doucement dans la bonne direction. C'est cette idée révolutionnaire à la frontière de la psychologie, de l'économie et de la politique que nous explorons aujourd'hui avec deux penseurs, l'économiste Richard Thaler et le juriste Cass Sunstein. Et le concept qu'ils ont popularisé dans le monde entier porte un nom, le nudge, littéralement le coup de coude. Thaler et Sunstein partent d'un constat déjà exploré par Daniel Kahneman et Amos Tversky, nous ne sommes pas des êtres parfaitement rationnels. Nous sommes truffés de biais cognitifs, influencés par les émotions, la paresse mentale, les habitudes et le regard des autres. Pourtant, la plupart des politiques publiques continuent à s'adresser à un être imaginaire, l'Homo economicus. On suppose que les individus lisent les informations, comparent les coûts et les bénéfices et font calmement le meilleur choix. Mais la réalité est tout autre. Nous oublions, nous remettons et plus tard, nous nous laissons guider par la facilité. Thaler et Sunstein proposent alors un nouveau modèle, le paternalisme libertarien. Paternalisme parce qu'on cherche à orienter les gens vers des choix meilleurs pour eux, épargner, bien manger, donner leurs organes. Mais libertarien parce qu'on ne supprime jamais leur liberté. Le choix reste ouvert. Comment faire? En devenant des architectes du choix, en organisant l'environnement de décision de manière à rendre le bon choix plus facile, plus intuitif, presque naturel. Cette petite poussée douce, ce coup de coude invisible, c'est le nudge. Pour comprendre, prenons un exemple célèbre. À l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, les toilettes pour hommes étaient souvent sales. Les responsables auraient pu installer des panneaux moralisateurs. Merci de viser juste. Mais ils ont eu une idée plus maligne. Ils ont gravé au fond de chaque urinoir une petite mouche noire. Résultat, les hommes ont naturellement visé la mouche et les éclaboussures ont diminué de 80%. Sans contrainte, sans amende, sans discours. C'est un nudge parfait. Il s'appuie sur un biais comportemental, ici notre tendance à viser une cible, pour obtenir le résultat souhaité. Et cette logique s'applique partout. Pour encourager les gens à prendre les escaliers, on peint les marches comme un clavier de piano qui joue de la musique à chaque pas. Pour améliorer l'alimentation dans une cantine, on ne change pas le menu, on place simplement les fruits et les salades à hauteur des yeux et les desserts un peu plus loin. Mais le nudge le plus puissant n'est ni visuel ni ludique. C'est celui de l'option par défaut. Nous sommes paresseux. Quand un choix est complexe, nous avons tendance à ne rien faire et à conserver ce qui est déjà coché. Thaler et Sunstein ont compris qu'en changeant cette case par défaut, on pouvait transformer des comportements à grande échelle. Prenez le don d'organes. Dans les pays où il faut s'inscrire activement comme donneur, opt-in, les taux de dons sont faibles. Mais là où tout le monde est donneur par défaut, sauf s'il demande à se désinscrire, opt-out, les taux dépassent 90%. On n'a pas changé les mentalités, on a juste changé le contexte. Le même principe a révolutionné l'épargne retraite. Inscrire automatiquement les salariés dans un plan d'épargne augmente massivement la participation. Les gens restent libres de se retirer, mais la facilité fait la différence. Si cette idée vous semble familière, c'est peut-être parce qu'elle résonne avec ce que nous avons déjà vu avec Bourdieu et Foucault. Chez Bourdieu, nos comportements ne sont jamais totalement libres. Ils sont façonnés par notre environnement social, notre éducation, notre culture, ce qu'il appelait l'habitus. Nos choix ne tombent pas du ciel, ils sont déjà orientés par notre position dans le monde. Thaler et Sunstein reprennent sans le dire cette intuition. Mais là où Bourdieu voulait révéler ces structures pour mieux les critiquer, eux veulent les utiliser. Ils transforment une observation sociologique en outil politique.
L'habitus devient, en quelque sorte, un levier de design. On ne décrit plus les structures sociales, on les construit pour produire des comportements souhaitables. Et du côté de Foucault, le nudge prend une autre dimension, celle du pouvoir doux. Foucault parlait de gouvernementalité, l'art de conduire les conduites, d'orienter les comportements sans coercition. Le nudge, c'est exactement cela, un pouvoir invisible qui agit à travers la liberté. On ne t'interdit rien, on façonne ton environnement pour que tu choisisses librement ce qu'on espère que tu choisiras. Foucault aurait sans doute dit « c'est une nouvelle forme de pouvoir, un pouvoir qui ne dit jamais non, mais qui dispose les choses pour que nous disions oui ». Le nudge a transformé la politique publique dans de nombreux pays. Des unités nudge ont vu le jour au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, pour améliorer la santé, l'épargne ou l'écologie, sans recourir à la contrainte. Mais cette révolution douce soulève des questions. Qui décide de ce qu'est un bon comportement? Qui sont ces architectes du choix? Et surtout, jusqu'où peut-on influencer sans manipuler? Certains y voient un outil d'efficacité et de bienveillance. Mais d'autres, dans la lignée de Foucault ou Bourdieu, y voient une ingénierie sociale technocratique, une manière d'habiller le contrôle de la rationalité scientifique. Car si tout est nudge, si tout contexte influence nos choix, alors il n'existe plus d'espace vraiment neutre, ni vraiment libre. Chaque architecture du choix est déjà une forme de pouvoir. Pendant un temps, le nudge a semblé être la solution miracle. Mais depuis quelques années, le vent tourne. En 2022, une méta-analyse a passé en revue plus de 200 études sur l'efficacité des nudges. Le résultat? Beaucoup d'effets sont plus modestes qu'on ne le pensait, parfois inexistants, en dehors du contexte précis de l'expérience. Certaines interventions fonctionnent un temps, puis s'éteignent. D'autres dépendent fortement de la culture, du niveau d'éducation ou du cadre institutionnel. En somme, les nudges ne sont pas des leviers universels, mais des outils contextuels dont la puissance dépend du tissu social dans lequel ils s'inscrivent. C'est un retour du réel, et il est salutaire. Autrement dit, le nudge marche, mais pas tout seul. Il faut l'inscrire dans une politique plus large, avec de l'éducation, de la confiance et parfois, oui, de la régulation. C'est une leçon d'humilité pour la psychologie comportementale qui redécouvre que l'homme n'est pas seulement un individu isolé dans son environnement immédiat, mais aussi un être social, culturel et politique. Un retour quelque part à Durkheim et à Bourdieu. L'aventure du nudge, c'est celle d'un monde où l'influence se fait douce, presque invisible. Un monde où gouverner ne consiste plus à ordonner, mais à organiser les conditions du choix. Un monde où, sans le savoir, chacun de nous navigue entre des architectures conçues pour le guider. Mais à mesure que la recherche progresse, une évidence s'impose. Les nudges ne sont ni des tours de magie ni des complots. Ce sont des outils fragiles, à manier avec rigueur, éthique et modestie. Car influencer sans comprendre le contexte social, c'est revenir à la cage du rat, sans voir le parc autour. Dans notre prochain épisode, nous poursuivrons cette réflexion avec Jonathan Haidt pour comprendre pourquoi nos sociétés se polarisent et comment nos intuitions morales façonnent nos désaccords. D'ici là, observez les coups de coude invisibles qui orientent vos gestes, vos clics, vos envies. Et surtout, restez curieux.